Aujourd'hui, on va parler d'un homme ambitieux qui, après avoir passé du temps dans l'ombre de Lénine, va doucement mais sûrement écraser toute la concurrence pour arriver à la tête de l'URSS. Le jeune Staline, qui à la base s'appelait Iosif 11111, eh bien il naît un 18 décembre 1878. En tout cas, il voit le jour à Gori, vous voyez, c'est juste ici, une ville de l'actuelle Géorgie, et qui à l'époque faisait partie de l'Empire russe. Et déjà, dès le départ, ça part un peu mal, mais c'est le seul parmi les autres gamins de la famille à avoir survécu, sans qu'on ait plus de détails. Mais bon, voilà. Iosif grandit dans une famille assez pauvre et battu par son père, qui frappait d'ailleurs aussi sa mère au passage. Côté santé, par contre, le jeune Iosif n'est pas épargné. En fait, il a la variole très jeune et ça lui laissera des cicatrices indélébiles sur le visage. Et là, vous dites, ok, mais comment ça se fait qu'on ne les voit pas? Eh bien, vous comprendrez plus tard. Et puis voilà, le petit Staline, donc Iosif, il grandit et il va s'inscrire là à un séminaire orthodoxe russe de Tiflis. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, la religion le désintéresse tellement qu'il s'arrête de prier. Et il refuse même de saluer les prêtres. Ce qui fait que l'établissement va à un moment le déclarer comme athée. Et d'ailleurs, quand il deviendra adulte, sa position contre la religion sera encore plus violente. Vous verrez ça. À ses 34 ans, il devient un membre du comité central des bolcheviks. Et c'est enfin à ce moment-là qu'il va prendre le pseudonyme de Staline, qu'on pourrait traduire très affectueusement en français par acier. À cette période, il va alors rédiger un petit ouvrage du nom de Le marxisme et la question nationale et coloniale, où dedans, il va parler, entre autres, de nationalité au sein du peuple russe. La nation, c'est avant tout une communauté déterminée d'individus. L'actuelle nation italienne a été formée de Romains, de Germains ou encore de Grecs et d'Arabes. L'actuelle nation française s'est constituée de Gaulois, de Romains et de Bretons. Ainsi, la nation n'est pas une communauté de races ni de tribus, mais une communauté d'hommes historiquement constitués. Cela dit, vous verrez plus tard que malgré le fait que là, il disait que tous les peuples étaient un peu unis, en vrai, Staline est quand même un peu raciste. Mais le problème pour lui, c'est que peu de temps après, il va se faire choper par les autorités, donc. Ça, c'est très mauvais signe pour lui, parce que là, ils en ont marre de sa gueule. Ils vont l'envoyer au fin fond de la Sibérie, histoire qu'il ne puisse jamais en ressortir. D'ailleurs, il va y passer près de 5 années. Sachant qu'il avait déjà fait plusieurs allers-retours en prison, il commençait à être habitué, mais là, au fin fond de la Sibérie, c'est quand même hardcore. Bref, pendant qu'il est en prison, l'Empire de Russie va littéralement exploser. Et là, c'est alors la révolution russe de 1917 qui cristallise le fait que le pays soit pauvre, très peu industrialisé, et que plus de 1 million d'hommes sont morts au cours de la Première Guerre mondiale. En mars 1917, le tsar finit par abdiquer et le gouvernement alors provisoire fait libérer Staline, alors qu'il a 39 ans. Quelques mois plus tard, les bolcheviks ont réussi à prendre le pouvoir et là, ils instaurent le premier régime communiste de l'histoire, en prenant littéralement les rênes du pays. À partir de là, ça y est, ils sont un petit peu au sommet et c'est plus un parti clandestin, pas du tout. Là, à ce moment-là, Staline, il est aux premières loges et toujours quand même sous l'aile bienveillante de Lénine. C'est un peu son petit poulain. Il prend le poste de commissaire du peuple aux nationalités, en prenant quand même soin d'écarter les socialistes et les mencheviks du nouveau gouvernement, qui est en train de se créer. Bon, là, je vais pas vous faire un cours d'histoire complet, mais dans les années suivantes, c'est un peu le bordel dans le pays. Car déjà, il y a beaucoup de soldats qui appartenaient au tsar qui ne veulent surtout pas voir les communistes au pouvoir. Et puis, on a des pays étrangers, comme la France, le Royaume-Uni ou même l'Allemagne, qui sont un peu du même avis. Et justement, ça tombe bien puisque c'est à ce moment-là que l'armée rouge des bolcheviks va être créée. Et cette armée-là, elle va être confiée à un certain Léon Trotsky, avec qui Staline va rapidement avoir un petit problème et donc rentrer en conflit. Mais justement, le dénouement un peu sanglant entre les deux, je vous en parlerai plus tard. Quelques temps plus tard, Lénine se dit que ce serait peut-être bien de retourner un petit peu aux affaires, bien qu'il soit toujours souffrant. Et à ce moment-là, il se rend compte que pendant son absence, Staline n'a pas chômé parce qu'il a foutu ses pions partout. Et ça, Lénine, il est pas du tout d'accord. Il aime pas du tout ça. Et là, à ce moment-là, il va essayer de faire barrage en rejetant d'une certaine manière Staline, alors que ça avait été son petit chouchou et son préféré depuis toujours. En fait, Lénine, à ce moment-là, vous voyez, il a une conviction et c'est que la Russie, /URSS maintenant, elle doit amorcer une transition lente mais sûre vers un régime socialiste. Sauf que Staline, lui, il aime pas ça. Il se dit non, le socialisme, c'est pour les faibles, il n'en veut pas. Lui, c'est communisme, sinon rien. Bref, Lénine veut essayer à ce moment-là d'écarter Staline, doucement mais sûrement. Surtout que Lénine voit que Staline a de plus en plus de succès auprès du peuple. Et ça, c'est d'autant plus risqué et dangereux. Donc, il veut d'autant plus le jarter. Sauf que, hélas, pour Lénine, à ce moment-là, c'est trop tard. Staline a pris beaucoup trop de place. Comme je vous l'ai dit, il a placé ses pions un peu partout. Et à partir de là, le parti bolchevique va commencer tout doucement à imploser.
À partir de là, pour Staline, là il se dit ok, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure, en éliminant politiquement ses rivaux. Et pendant ce temps-là, Lénine est toujours mal au point. Et d'ailleurs, c'est à ce moment que les médecins décident de lui retirer une balle qui était logée dans son cou depuis maintenant 4 ans, et qui était peut-être à l'origine de son état de santé pas ouf. Parce que, faut le préciser, mais la balle, elle était faite en plomb, et le plomb, c'est super toxique, et donc ça peut empoisonner à petit feu. Sauf qu'en fait, ça va pas trop aider, il va faire un AVC, et suite à ça, il sera paralysé du côté droit. Ce qui fait qu'il va avoir énormément de mal à parler, et il va enchaîner les malaises. De toute façon, ce qui devait arriver arriva. Le 21 janvier 1924, Lénine succombe là d'une nouvelle attaque cardiaque. Joseph Staline accède au pouvoir absolu en URSS. Et là, le stalinisme et le culte de la personnalité qui va avec s'installe petit à petit. Là, la propagande est lancée, Staline a des affiches à sa gloire partout dans les rues, et il y a même des chansons qui sont écrites spécialement pour lui. Ça va très très loin. Petite chose un peu plus secrète, mais en parallèle de ces décisions politiques, il faut savoir que Staline était intrigué, fasciné même par tout ce qui touche à la magie, au mysticisme et même à l'occultisme. Mais il y a surtout eu une certaine Natalia Lvova, qu'on a ensuite renommée par le nom de la sorcière de Staline. En fait, c'était une femme très proche de lui qui avait pour but de le protéger du mauvais œil ou des influences négatives de ses ennemis. Et du coup, la sorcière de Staline l'aurait conseillé de ne pas se laisser photographier, ni même de dévoiler sa véritable date de naissance, pour éviter toutes sortes de malédictions. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que cette photo-là que vous voyez de Staline, eh bien ce n'est pas Staline. En fait, Staline va utiliser de nombreuses doublures de gens qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau pour à chaque fois déjà ne pas avoir à s'afficher lui-même, pour se faire prendre en photo. Et aussi parce que comme je vous l'ai dit, quand il était jeune, il avait eu la variole, il avait plein de cicatrices. En réalité, il était beaucoup moins photogénique que ce personnage-là que vous voyez. Mais en parallèle de ça, Staline se lance aussi dans une sorte de campagne anti-religieuse. Et à ce moment-là, ça commence à chauffer puisque les prêtres, les imams, les moines et puis toutes les incarnations religieuses sont persécutées. Plusieurs bâtiments sont détruits, comme par exemple la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. Donc très clairement, quand il était jeune et qu'il commençait un petit peu à devenir athée, ça revient vraiment en force. Et il montre très clairement que les questions de Dieu, du coup, ne l'intéressent vraiment plus, quoi. Pour lui, la divinité, c'est l'État et puis basta. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht, donc l'armée nazie, envahit l'URSS. Il y aura plus de 4 millions de soldats et plus de 600 000 véhicules déployés. À ce moment-là, Staline est vraiment pas bien parce qu'il va passer 5 jours et 5 nuits sans pratiquement dormir. Bref, Staline essaye nuit et jour, littéralement parlant, de trouver une solution pour contrer cette invasion. En fait, Staline savait très bien que Hitler finirait tôt ou tard par se retourner contre lui. Concrètement, tout le monde l'avait prévenu. Même Winston Churchill en tête, donc qui était à la tête du Royaume-Uni, il l'avait dit à Staline. Le truc, c'est que en purgeant tellement son pays, il avait zigouillé même ses généraux, ses amiraux et ses maréchaux. Concrètement, toutes les personnes qui sont capables de diriger une armée, il en avait fait buter un grand nombre. Du coup, ça y est, là, donc il change de fusil d'épaule et là, il se dit, ok, les gars, la priorité du pays, c'est la défense. Quelques mois supplémentaires vont passer et l'URSS et les Alliés finissent par remporter la Seconde Guerre mondiale, même si les pertes humaines sont terribles. Le temps passe et Staline a toujours la main mise sur le pays. Sauf que, avec le temps et en vieillissant, eh bien, sa santé, sur laquelle il n'a pas beaucoup de pouvoir, va commencer à lui jouer des tours. Quelques années passent encore et Staline continue de régner d'une main de fer. Staline a maintenant 74 ans et ça fait des années qu'il souffre d'une maladie qui touche ses artères. D'ailleurs, il a fait plusieurs attaques cardiaques à cause de ça. Et une nuit au début de l'année 1953, Staline passe la fin de soirée dans sa maison de Kuntsevo avec des proches à lui. Et après avoir un peu picolé, il va se coucher sur les coups de 5 heures du matin dans sa chambre, fermée par une porte blindée. La journée passe et Staline ne donne pas la moindre nouvelle. Il ne demande pas à manger, il ne sort pas de sa chambre. Et là, bien évidemment, personne ne veut prendre le risque de le déranger. Mais néanmoins, au bout d'un moment, après 24 heures sans nouvelles, un officier très craintif va forcer la porte pour entrer dans la chambre. Et là, il y découvre le chef d'État au sol, sur un tapis, baignant dans sa propre urine. Joseph Staline est déclaré mort le 5 mars à 6 heures du matin. Évidemment, avec la mort de Staline, plein de théories vont se mettre à naître sur qui aurait peut-être pu le tuer, est-ce que c'était une mort totalement naturelle, etc. Le pays va alors connaître une période de transition assez délicate où les anciens partisans de Staline font la chasse à ses détraqueurs, et pendant qu'une nouvelle politique se met en place. Bref, quelques jours après sa mort, Nikita Khrouchtchev devient président du Conseil des ministres de l'Union soviétique. Et quelques mois après, il finira par devenir le premier secrétaire du comité central du Parti communiste, et donc concrètement un peu le nouveau leader du pays. Et bien voilà en tout cas pour cette longue vidéo qui vient de se terminer, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a permis de remettre un petit peu au goût du jour ce que vous saviez en fait sur le petit père des peuples. Et comme on dit en Russie, das vidania.